En 1774, Les souffrances du jeune Werther, le livre qui a lancé la carrière littéraire de Goethe, a été interdit quelques mois seulement après sa parution. Il faut dire que les personnages avaient tellement marqué la jeunesse de l'époque que l'effet Werther se répandait comme une traînée de poudre. Et comme le héros du bouquin, des dizaines de jeunes hommes malheureux en amour se suicidaient dans une application tragique de la preuve sociale négative. Ce phénomène, mesuré au XVIIIe siècle, s'est pas arrangé avec le temps, bien au contraire. Des recherches de Steven Stack en 2003 ont par exemple comparé l'effet de la médiatisation des suicides fictifs et des suicides non fictifs. Et ce que le chercheur de la Wayne University a démontré, c'est que l'effet contagieux de ces gestes désespérés était encore plus important quand c'était bien réel. Pour le coup, c'est un domaine extrêmement documenté puisque plus de 50 études ont planché sur les effets d'histoires de suicides non fictives qui sont rapportées dans les journaux, à la télé ou sur internet. Akihito Hagihara montre que les taux de suicide augmentent suite à une augmentation de la fréquence des histoires de suicide. Et Jérôme Moto a montré qu'ils diminuaient aussi quand on en parle moins. Cette corrélation se retrouve dans les travaux de David Phillips, Lundy Carstensen ou encore Jane Pirkis. Elmar Etzerdorfer a observé une variation plus forte des taux de suicide après des campagnes médiatiques dans des régions où une plus grande proportion de la population a été exposée. Et les éminents Phillips, Kuss, Hatzinger ou encore Michel ont démontré que plus les articles étaient visibles, par exemple à la une, plus ils avaient des conséquences néfastes. Enfin, Sandor Fekete et son équipe d'une part, Thomas Niederkrotenthaler et la sienne de l'autre, ont montré que dans les pays où le suicide était présenté de façon positive dans les médias, comme la Hongrie ou le Japon, les taux de suicide étaient plus élevés. Et qu'inversement, quand c'était présenté comme une anomalie ou une psychopathologie, ce qui est d'habitude le cas en Finlande, en Allemagne et aux États-Unis, il y avait moins de passages à l'acte. Ça va vous sinon ? Ce que ma longue tirade dépressive révèle, c'est que même pour une décision tragique et irréversible, on est influencé par la preuve sociale. Observer qu'il est apparemment acceptable de mettre fin à ses jours, ça fait tomber une barrière psychologique. Soyez intelligent, ne mettez pas votre vie en danger, ne faites pas ça chez vous. Et c'est d'autant plus vrai si le cas mis en avant nous ressemble. Les jeunes hommes qui se tiraient à l'arquebuse dans la carafe au XVIIIe siècle avaient l'âge du jeune Werther. Et de manière générale, comme on parle plus des Roméo que des Juliette, ce phénomène touche plus les hommes que les femmes. Mais dans notre plongée dans la face obscure de la preuve sociale, on va voir que parfois l'effet peut se retourner contre nous, aussi sur des sujets bien plus légers. Robert Cialdini a par exemple fait cette expérience dans un parc national de l'Arizona en 2003. Le site commençait à être sérieusement en danger parce que les touristes qu'il visitait avaient tendance à piller le bois fossilisé qui faisait tout l'intérêt du parc et qui garantissait son équilibre écologique. How dare you! Du coup, les rangers avaient réagi en mettant en place des pancartes un peu partout le long des chemins de randonnée. On pouvait y lire « Votre héritage est vandalisé chaque jour par le vol de 14 tonnes de bois pétrifié chaque année, petit bout par petit bout. » Le problème, c'est que c'était pas efficace du tout. Ils auraient dû appliquer des vraies méthodes de ranger. Du coup, Cialdini et son équipe ont mené une expérience simple. Ils ont placé exprès du bois fossilisé à proximité de 3 des chemins du parc. Sur le premier, ils n'ont pas mis de panneau, c'était l'expérience témoin. Sur le deuxième, ils ont mis un panneau qui disait « Ne retirez pas de bois pétrifié du parc, ça dérègle son équilibre écologique ». Et le long du troisième, ils ont mis un panneau disant « Trop de visiteurs ont par le passé retiré du bois pétrifié du parc, déréglant son équilibre écologique ». How dare you! Résultat, 2,9% des visiteurs volaient des fossiles. Avec le panneau du deuxième chemin, cette proportion tombait à 1,9%. Mais avec celui de la troisième expérience, le taux de voleurs bondissait à 7,9%, presque 3 fois plus à cause de la preuve sociale. On retrouve en fait cette preuve sociale utilisée à l'envers dans pas mal de cas. Par exemple, quand Wikipédia nous dit qu'une toute petite fraction des personnes voyant ce message font un don, ça pousse pas vraiment à la générosité. Ça nous dit plutôt « l'écrasante majorité s'en fout, pourquoi moi je devrais me comporter différemment ?» Ou encore, quand un reportage télé nous dit que des ados commandent de la drogue en ligne sur des sites qui sont légaux en Nouvelle-Zélande et que c'est super mal, tout ce qu'on relève, nous, c'est « tiens, j'y avais jamais pensé. Et en plus, c'est légal ?» La drogue, c'est de la merde. Et il y a tellement d'exemples, comme les panneaux à l'entrée des crèches disant que trop de parents ne respectent pas les horaires. Ah bon, je suis pas le seul. Tout va bien alors. Ou encore les statistiques sur la faible représentation des femmes dans les conseils d'administration. Nous on en a une dans nos 12 membres. Alors ça va, on est bon. Yeah, nigga, I'm still fucking. Déjà, il y a une première erreur courante quand on cherche à mettre de la preuve sociale dans nos entretiens de vente B2B. Vous avez sans doute déjà vu cette section sur les sites internet des entreprises de services où elles mettent en avant leurs clients prestigieux. L'idée, c'est de convaincre de futurs clients de leur pertinence en montrant que EDF, Total ou AXA leur font déjà confiance. Le truc, c'est que si vous êtes une PME dans la Creuse, ça renvoie un message complètement différent. Ah, vous bossez avec des grands groupes ? Cool pour vous, mais moi je suis un petit.
Donc vous n'êtes pas fait pour moi. La preuve sociale marque un but contre son camp. Une autre dimension importante, c'est de choisir comment mettre en avant la pratique vertueuse. Quand par exemple le don du sang doit choisir comment promouvoir sa prochaine collecte, il vaut mieux éviter de mettre en avant que seulement 4% des Français en âge de donner le font, mais plutôt qu'il y a chaque année 1,7 million de donneurs, et qu'il en faut toujours plus. Vas-y, fais pas ta radine, vas-y, donne un peu de sang. Enfin, il y a une dernière distinction importante. Il y a les comportements qu'on devrait avoir, et on le sait. Et il y a les comportements que la plupart ont, et qui sont parfois l'exact opposé. Par exemple, on sait qu'on devrait donner à Wikipédia, mais on a aussi vu que la plupart ne le font pas. Du coup, là, si j'étais Wikipédia, je ferais un sondage, et je poserais cette question simple. Est-ce que vous trouvez ça juste d'utiliser Wikipédia gratuitement, alors qu'on vous a demandé un petit soutien financier? Je parie qu'il devra avoir un retour, ou probablement 3/4 des gens trouveraient ça pas juste. Et ensuite, en publiant cette statistique dans leur appel au don, ils utiliseraient la preuve sociale, mais cette fois, à l'endroit. La preuve sociale est un outil diablement puissant pour nous inciter à avoir un comportement plutôt qu'un autre. Mais c'est aussi une arme à double tranchant. Si on l'utilise à l'envers, ça va se retourner contre nous. Voilà pourquoi je vous dirais pas que la plupart des personnes qui m'ont suivi jusqu'ici en restent là et partent faire autre chose. Et que seule une toute petite portion partage chaque épisode à un ami, un proche ou un comptable. Je vais plutôt vous citer un sondage effectué sur ma femme. 100% des auditeurs trouvent les épisodes de cette série bien et intéressants. Alors partagez du bonheur. À bientôt.